Makapahini, tirakani, zubi, Kakaizakuiri, alibetu yiti. Des enfants pauvres mais confiants. À la fois un appel et une espérance, symbole de la détresse et de l'espoir du Sud malgache. De cette île lointaine qu'est Madagascar, la région la moins connue est le Sud, plus précisément le Sud-Ouest. Cette carte nous permet de mesurer l'étendue de cette province et de situer Tuléar, sa capitale, sur la côte, ainsi que les quelques villes qui l'entourent. Mais l'important, ce qu'il nous faut retenir, plus que ces noms sur une carte, ce sont les réalités que chacun d'eux va nous faire découvrir. Pour qui l'aborde par la bonne route, Tuléar, 55 000 habitants, a toute l'allure d'une ville européenne. Ville côtière sur l'océan, elle dispose d'un port que fréquentent des bateaux de pêche et quelques cargos assurant le transport des marchandises. Tuléar est aussi doté d'un aéroport servant d'escale pour les lignes intérieures. Tout semble ici avoir été conçu pour l'agrément et le confort de la population. Mais d'un tout autre point de vue, Tuléar, dans toute son étendue, révèle un aspect beaucoup moins souriant. Au quartier moderne se juxtapose un agglomérat d'habitations primitives. Et en y regardant de plus près, on découvre alors la vieille pauvreté africaine. Une pauvreté qui reste décente et digne. Dans Tuléar même, les approvisionnements ne font pas défaut. Ce n'est pas l'abondance, encore moins la variété, du moins y trouve-t-on l'essentiel.
Dès que l'on s'écarte de la ville, la pauvreté confine à l'extrême misère. Ces enfants sont dénués de toute ressource, sinon celle de s'ingénier par eux-mêmes étant bien que mal à subsister. Qu'ils vivent dans la brousse ou s'ébattent le long de la côte. La situation est identique pour les enfants de ce village de l'intérieur qui vit encore sous la tutelle prestigieuse de la dernière reine de la tribu Marafal. Une vie des plus précaires, dont les travaux s'organisent autour des maigres récoltes d'une mauvaise terre. Une terre que vient encore appauvrir la sécheresse, comparable à celle que connaissent tant de pays africains. Ces femmes tressent le raffia. Ce village, comme tous les villages, possède une forge, combien rudimentaire. Ces sortes de pistons au creux de troncs d'arbres jouent le rôle de soufflet. N'importe, son travail terminé, la fierté du forgeron fait plaisir à voir. En brousse, l'habitat, c'est la case. Une pièce unique, sans confort, où s'entasse la famille et toutes ses provisions, c'est dire les conditions d'hygiène. On y prépare le repas, quelques poissons, un peu de maïs, dont on fera une soupe. Les plus petits, qui font l'objet, notons-le, de soins très attentifs, auront leur part de ce riz que l'on distribue périodiquement et avec parcimonie aux familles. Quant aux autres, dès qu'ils pourront tenir sur leurs jambes, pas d'autre nourriture que les feuilles, les racines ou les fruits de la brousse, comme celui-ci, le fruit de la raquette. Mais, hélas, tous ne sont pas comestibles. La viande, ici, est un luxe, et bien rares sont les familles qui peuvent élever de simples volailles, à plus forte raison, un cochon. Parfois, le bord du chemin sert d'étal pour une boucherie improvisée. On y vend des morceaux de zébu, grossièrement débités. Le tout dans la poussière. Le zébu pourrait devenir pour Madagascar l'une des grandes ressources alimentaires, l'équivalent de nos bœufs. Mais dans ces régions du sud, le plus souvent, il n'a que la peau sur les os. Faute de pluie, les pâturages sont improductifs et l'on en est réduit à couper des branches d'arbres pour empêcher l'animal de mourir de faim. Le problème de l'eau est crucial pour le sud malgache. Bien souvent, les puits, rudimentaires et mal entretenus, y sont taris. Il ne tombe ici, en moyenne et par an, que 350 mm de pluie, et certaines années, pas du tout. Une nécessité vitale consiste à entreprendre le forage de nouveaux puits. Mais la bonne volonté n'y suffit pas.
Et quelle affaire pour se procurer le moindre matériel, le moindre équipement. Ainsi, ces moules à buse sont parvenus directement de France. Et il a fallu tout mettre en œuvre sur place pour la fabrication des buses, dans un pays qui ignore pratiquement toute industrie. L'eau, c'est aussi bien sûr les rivières. Mais combien d'entre elles demeurent à sec la plupart du temps? La technique des barrages ne s'improvise pas. Et il arrive, comme c'est le cas sous nos yeux, qu'une fois construit, il reste désespérément vide. Parce qu'entre-temps, la rivière a changé de lit. Sèche ou détrempée, la terre argilo-sableuse du sud est toujours lourde à remuer et le paysan malgache peine durement pour la travailler, que ce soit à la bêche ou à la charrue. Les travaux du riz sont commandés par la pluie. Aussi, aux rares moments où elle tombe, se hâte-t-on de préparer les rizières. On commence par le foulage. Pendant des heures, cette terre sera piétinée par les hommes et par les bêtes. Un manège sans fin a donné le vertige. Les plants de riz sont préparés dans de petits enclos. Quand ils ont levé et que la terre est prête, les femmes, habiles et rapides, procèdent au repiquage dans l'eau boueuse. Un rude labeur. Tout aussi durs sont les travaux de la récolte. Tout se fait encore à la main, la coupe des tiges à la faucille et plus tard la mise en gerbe et le battage. C'est vraiment à la sueur de son front que le paysan malgache du Sud arrache au sol quelques nourritures. Le sisal n'est pas une plante comestible. On en tire des fibres pour fabriquer des cordes, des sacs et des tapis. L'effilage de ces fibres exige une dextérité pédestre peu commune. Mais il est bien certain que ce ne sont pas de pareilles pratiques qui peuvent permettre de tirer de ce textile le meilleur profit.
vrai que le sisal est surtout utilisé sur place sous forme de corde. Cela correspond à un tout petit commerce. On choisit soi-même son métrage, à largeur de brassée. Heureux l'acheteur au long bras. Tout comme le riz, ces racines de manioc fournissent aux Malgaches une des bases de leur nourriture. Nous en consommons, nous, modérément, sous forme de tapioca. Malheureusement, cet aliment féculent, mal raffiné, plus ou moins bien préparé, est loin d'être idéal, en particulier pour des estomacs d'enfants. Pour le pays, la récolte de l'arachide pourrait et devrait être une source importante de revenus. Comme pour le manioc, l'arrachage se fait à la main. Mais pour le petit cultivateur, à quoi bon s'être donné tout le mal de faire pousser ses cacahuètes, de les récolter, de les amasser, si c'est pour le seul profit dérisoire d'en faire vendre quelques poignées par un enfant sur le bord d'un chemin? Produire et stocker des arachides, tout cela n'a en effet d'intérêt que pour en extraire l'huile. Il existe une huilerie dans la région et c'est dans ces entrepôts que nous nous trouvons. Ces images parlent d'elles-mêmes. Le moins qu'on puisse dire est qu'il s'agit d'une entreprise fonctionnant vaille que vaille. Faute surtout de l'argent nécessaire pour assurer une rotation normale de ces stocks, les sacs de graines s'accumulent, exposés à toutes les intempéries. Et tam, la marchandise se gâte. Et que dire de ce gâchis? L'huile elle-même se répandant partout sur le sol aux abords des entrepôts. Et pourtant, là où les responsables se montrent compétents, les villageois n'hésitent pas à apporter leur contribution à l'aménagement d'exploitations nouvelles. Nous en avons la preuve en ce moment sous les yeux, avec ces populations de plusieurs villages en train de grouper leurs efforts pour construire, pierre par pierre, un petit barrage. L'ouvrage, une fois terminé, tout un système de canaux d'irrigation a permis d'obtenir des vergers de bons rapports. La richesse de ces récoltes, la beauté de ces fruits sont exemplaires. Elles démontrent que l'on peut parfaitement introduire à Madagascar de nouveaux modes de culture, tout en les appliquant aux ressources traditionnelles du pays.
Primavera, primavera, Anadino ane, Anadino ayakirabe. Palimuri, panapuri, primavera, primavera, Anadino ane, Anadino ayakirabe. Mais dans la province de Tuléar, la mer tient aussi sa place. Les populations côtières l'exploitent, ou disons plus exactement qu'elles tentent d'en vivre. Ces quelques poissons qui s'étalent sur tous les marchés de la côte sont le fruit d'une tâche rude et quotidienne, celle d'hommes qui n'ont que leurs bras pour aller le pêcher. La pêche est l'affaire de tout le village, puisque c'est pratiquement sa seule ressource. Femmes et enfants, tout le monde participe. La plus humble pirogue fait l'objet des soins les plus attentifs. Et quand celle-ci est transportée jusqu'au rivage, les enfants dansent de joie pour saluer son départ. Manœuvrer dans l'océan à bord d'une pirogue exige autant d'endurance que d'habileté. Familiers de la mer depuis leur enfance, ces pêcheurs malgaches savent utiliser des techniques éprouvées. Par un mouvement tournant, ils cherchent à encercler le poisson. Certains tendent les filets, pendant que d'autres frappent l'eau avec leurs rames pour rabattre les poissons. Et tout ce travail, une fois les filets tirés, pour recueillir une bien maigre pêche. Le pêcheur sait aussi, à l'occasion, harponner quelques grosses pièces. Mais d'aussi belles captures sont tout à fait exceptionnelles. Oui, la mer est ici nourricière. Mais qui évaluera le prix de ces quelques poissons, alors qu'il a fallu tant de bras pour les ramener?
les plus pauvres parmi les pauvres doivent se contenter de ramasser des coquillages sur les bords de la plage. N'allez pas croire que l'on fasse chaque jour d'aussi belles trouvailles. Malgré la détresse infinie dont cette femme nous offre le symbole, l'âme malgache ne succombe pas sous le fardeau de la vie. À l'image de ce vieillard infirme et lépreux, le malgache oppose à toute adversité un visage serein qui est un gage d'espoir. On a dit des Malgaches qu'ils étaient comme de grands enfants. Le fait est que le spectacle de ces luttes ne les lasse jamais. Mais ne sommes-nous pas tous friands de spectacle ? La réalité, c'est que pour la foule à Madagascar, tout est prétexte à amusement. Une fête quelconque, le moindre des anniversaires. Les enfants, bien sûr, ne sont pas les derniers à en profiter. Et certains petits trains improvisés, dont la locomotive n'est pas autre chose qu'une Jeep, n'est pas sans évoquer celui du bois de Boulogne. Cette naïve joie de vivre, cette exubérance, ne sont-elles pas liées instinctivement à l'environnement de cette nature foisonnante de beauté? Et qui n'aurait envie de rejoindre une harmonie où chantent et dansent déjà tant de formes et de couleurs? Les Malgaches n'en savent pas moins prendre au sérieux les problèmes de leur pays. L'un des plus urgents est de préparer les générations nouvelles à leurs responsabilités de demain. Cela commence par l'école tout naturellement. S'ils raffolent des jeux à la récréation, les jeunes écoliers sont avides de s'instruire. Mais pour la plupart d'entre eux, la suprême ambition est d'entrer dans l'administration. Le pays risque de se trouver un jour devant une surabondance de candidats fonctionnaires, alors qu'il manque de cerveau et de bras pour d'autres tâches qui sont de toute première nécessité.
Cette jeunesse désœuvrée, livrée à elle-même, est un problème qui n'est pas particulier à Madagascar. Le désœuvrement existe à l'état endémique dans l'arrière-pays. Il dérive de l'ignorance. Et si quelques écoles de brousse commencent à s'ouvrir, un effort massif doit être fait pour l'alphabétisation des populations villageoises. Des classes de plein air sont organisées pour les adultes. Et n'est-ce pas surprenant pour des yeux comme les nôtres de découvrir sur cette place d'un village perdu dans la brousse le nombre et l'assiduité de ceux qui sont venus y assister. Ce besoin d'apprendre, ce désir de s'instruire, n'est-ce pas surprenant chez des gens privés de ce qui nous paraît à première vue tellement plus essentiel? Avec la possibilité de lire, naît aussitôt, c'est normal, la soif de s'informer. Et le tirage d'un journal fabriqué sur place est déjà en soi un événement. Lire un journal, c'est le moyen de mieux participer à la vie de son pays et à celle de ses habitants. C'est surtout la rupture avec un isolement ancestral et l'éveil sur tout un vaste monde extérieur jusqu'ici inconnu. Ce journal est vraiment le journal de tous. Rédaction, impression, distribution, routage dans la brousse, chacun peut y apporter sa contribution. Ces trois petites filles seront peut-être dans 10 ans responsables de foyers malgaches. La promotion de la femme dans ce pays est à la base d'une évolution et d'une amélioration durable de la vie des familles. Ces jeunes filles se rendent à un cours d'enseignement ménager et portent sur la tête leur écolage, coutume consistant à payer en nature les frais de scolarité. Soyons précis, ces demoiselles ne désirent pas concourir pour le titre de fée du logis. Il n'est pas question pour elles de décrocher un brevet de cordon bleu. Ce qu'on leur apprend, c'est tout simplement à préparer des plats digestes et appétissants. Elles-mêmes, et plus tard leurs maris et leurs enfants, ne s'en porteront que mieux. Celles-là, sans devenir première main, sauront tout au moins coudre, raccommoder et se livrer à des travaux de broderie. Elles apprennent aussi à filer le coton ou la laine et à faire des tapis. La production de coton et de laine mohair à Madagascar devrait y faciliter le développement d'une industrie textile. C'est là une chance pour un pays qui cherche par ailleurs à favoriser les emplois féminins. La femme malgache a toujours eu le souci de son élégance. Elle aime à prendre soin de sa beauté. Ce peut être un bon métier que celui de coiffeuse. Une chose est certaine, la clientèle ne manque pas. Le travail de la couturière est tout aussi rentable et, disons-le, peut-être encore plus utile. Tout comme les autres, on exerce ce métier en plein air. Et les jours de marché, les clientes affluent. Comment résister au plaisir d'étraîner une nouvelle robe? C'est sans aucun doute dans les services de santé que la femme occupe une place primordiale.
Jamais les infirmières ne seront trop nombreuses. Et il manque encore beaucoup d'écoles pour en former. Dans ces régions, l'assistance aux malades dépend encore malheureusement pour une bonne part de l'état des communications. Or, il n'y a pas de route dans la brousse. Les rares pistes sont d'un jour à l'autre impraticables et toujours malaisées. Combien de maladies bénignes pour les citadins deviennent mortelles pour les malgaches dans ces parages, pour la seule raison qu'une voiture n'a pas pu arriver à temps au village. Un baraquement comme celui-ci sert tout au plus de dispensaire, bien loin de pouvoir répondre à tous les besoins. Le malade doit longuement stationner aux abords avant de recevoir sur place, en plein air, des soins qui restent des plus élémentaires. Dans les cas graves et urgents, on ne peut rien. Sinon se résigner tristement. Comme cette mère dont l'enfant, malgré un essai de transfusion sanguine, ne pourra pas être sauvé. L'hôpital de Bétiouk, la sous-préfecture, est relativement équipé. Mais là aussi, les consultants sont nombreux. Les mères prennent l'habitude de faire examiner leur bébé. Ailleurs, on assure les pansements, on suit les résultats des petits traitements. Quand un malade est hospitalisé, il n'est jamais abandonné. Sa famille s'installe tout à proximité et s'occupe de menus travaux pour subvenir aux frais de son séjour. Elle se charge aussi de sa nourriture.
Les habitants de Tuléar, eux, sont plus favorisés. Ils possèdent un hôpital convenable, moderne et accueillant. Un service spécialisé est réservé aux lépreux. On y soigne les plus atteints. Car si l'on sait aujourd'hui parfaitement enrayer les progrès de cette horrible maladie, combien de cas subsistent qui, n'ayant pu être traités à temps, exigent une vigilance constante. Les conditions d'hospitalisation sont visiblement celles de n'importe quel hôpital de chez nous. Mais la présence ici d'un médecin malgache, quel meilleur réconfort pour les gens de son pays. Le malgache est d'un naturel craintif. Il est donc nécessaire, pour gagner sa confiance, de bien connaître sa mentalité. Rien de plus révélateur à cet égard que ses traditions religieuses. Cette sorte de tablette, l'azumang, élevée à la mémoire d'un ancêtre, rappelle dans la famille malgache la présence d'une divinité familière. On l'honore et on lui offre des sacrifices, comme jadis le faisaient les Romains pour les dieux protecteurs du foyer. Les Malgaches croient à la survie des morts. Et pour saisir toute l'importance et le sens véritable qu'ils attachent à cette croyance, il faut avoir assisté à un enterrement. C'est d'abord, pour tous, l'occasion de fête, pour ne pas employer ici le terme de réjouissance. Ces cris, ces chants, ces danses, comportements étranges dans leur ampleur et leur déroulement, sont une manière d'honorer au mieux la mémoire du défunt, et sans doute aussi le moyen de lutter contre cette terreur superstitieuse qui, au contact de la mort, s'empare des vivants.
il convient à tout prix d'éviter le retour du mort sur les lieux où il a vécu. On se garde bien de le faire sortir par la porte de sa case. On le glisse par un trou dans le mur. Sa case sera brûlée et sa famille devra en construire une nouvelle sur un autre emplacement. Le corps est hissé sur une civière. Les porteurs vont et viennent dans tous les sens, criant et gesticulant. Il s'agit de désorienter le mort et de brouiller les pistes aux alentours de sa demeure, tout en continuant à l'honorer par toutes sortes de danses et de cabrioles. Quand finalement on met le défunt en terre, on lui adresse en guise de raison funèbre cette requête véhémente. Toi qui es mort, tiens-toi tranquille maintenant. Ne fais pas peur aux enfants qui jouent, ni aux femmes qui vont puiser de l'eau. Et vous, ancêtres, recevez votre camarade, accueillez-le, conseillez-le bien, qu'il se comporte comme un mort. La persistance de ces pratiques ne doit pas nous faire oublier que, depuis plusieurs siècles, le peuple malgache a reçu le message chrétien. Les missionnaires, certains au prix de leur sang, ont annoncé l'évangile dans l'île entière. Ils y sont encore en attendant une relève locale qu'ils préparent avec confiance. La vie religieuse attire des vocations sérieuses et déjà nombreuses. L'Église fait confiance aux hommes. Elle donne à ceux qu'elle a instruits de la bonne nouvelle le soin et le pouvoir de la transmettre à leur tour à leur peuple. C'est ainsi que la parole de Dieu passe dans toutes les langues pour être entendue dans toutes les nations. Voyez avec quel empressement la population de la Brousse accueille un évêque de sa race. La foule afflue pour l'inauguration d'une église. Ce zébu est destiné à un sacrifice. Il faut réaliser que cet animal est la seule richesse des paysans du Sud. Il en coûte durement à ces pauvres gens de l'offrir en holocauste. Tous les villages de la région se sont cotisés pour le payer. La foule entre dans la fête à sa manière bon enfant, tout à la joie de chanter et de danser au son des tambourins et de la flûte. Le sacrifice du zébu, hérité des usages païens, s'intègre pour la circonstance dans la fête chrétienne. Ces villageois, d'ordinaire dispersés dans la brousse,
et aujourd'hui joyeusement rassemblés, ont manifesté leur fraternité dans une offrande commune. Cette fraternité, ils vont la vivre plus profondément encore dans le partage qui suit le sacrifice, quand la chair de l'animal immolé est répartie entre les assistants. Comment ne pas rapprocher ce rite du repas partagé du rite de l'Eucharistie, où le Christ, dans un sacrifice chaque fois renouvelé, s'offre en nourriture à ses fidèles? De part et d'autre, c'est bien la même aspiration, le même désir de communion, exprimé et réalisé dans une célébration liturgique. L'âme malgache, joyeuse et fraternelle, s'épanouit à l'aise dans le rassemblement du peuple de Dieu et le partage du pain eucharistique. Le rituel ancestral rejoint ici le rite chrétien de la fraternité et de l'unité dans le corps mystique du Christ. Les jeunes malgaches rêvent impatiemment d'un avenir meilleur. Plus ils s'ouvrent au monde moderne, plus ils sont ardents à découvrir, pour les maintenir, les valeurs séculaires de leur patrie. Avec eux, la grande île a pris un nouveau départ. Si, en acquérant le savoir et la technique qui les feront progresser, ils gardent leur joie de vivre et leur simplicité naturelle, ils peuvent espérer un développement plus harmonieux de leur pays.